Oh. Ça va? Bon. Avant de commencer, on va faire une petite actu vite fait. Tu as 42 personnes en France qui ont vu leur fortune augmenter de 55%. Bon, tu le devines, ces 42 personnes, ce sont les 42 milliardaires français, et du coup, 55% en un an, entre 2020 et 2021, ça correspond à une augmentation de 153 milliards d'euros. 153 milliards d'euros, c'est quasiment au milliard près, hein, le budget de l'éducation nationale cumulé au budget des hôpitaux publics. 153 milliards, ça veut dire que ces 42 personnes auraient pu embaucher sur cette année 5 millions de personnes payées à 2000 € avec un CDD pour faire ce qu'ils veulent. D'accord? Donc vous imaginez si on avait eu en tant que société ces 153 milliards, on aurait pu faire mais tellement de trucs au niveau agricole ou culturel ou quoi que ce soit parce qu'on aurait eu une main-d'œuvre de 5 millions de personnes qui n'avaient pas besoin d'être rentables. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que ces 42, c'est rien 42 personnes, hein, mais ces 42 personnes, s'ils avaient vraiment embauché ces 5 millions de personnes, même si ces 5 millions, ils avaient juste regardé les nuages toute la journée pendant un an, ces 42 personnes auraient quand même été plus riches que l'année précédente. C'est fou, hein. Là, on ne parle pas de personnes qu'on va dépouiller, on parle de personnes qui ne vont pas gagner plus d'argent que l'année précédente. C'est incroyable, hein. Mais bon, en vrai, ce que je dis là, c'est quand même clairement des magots. On va pas se mentir, parce que l'argent qu'ils ont, c'est pas de la liquidité. Ils ont pas ça sur leur compte bancaire, c'est des actions d'entreprise, c'est du patrimoine, c'est des yachts, c'est des trucs comme ça. Du coup, c'est un peu des magots. Ce qu'il faudrait imaginer, en fait, c'est une espèce d'impôt qui soit pas basé sur le revenu, mais plutôt sur la fortune, un impôt sur la fortune, qui consisterait à dire, bah, si tu gagnes tant de patrimoine et d'actifs, eh ben, il faut que tu donnes tant à l'État pour que l'État puisse profiter un petit peu des énormes inégalités du capitalisme pour essayer de réguler tout ça et de financer, je sais pas, par exemple la transition écologique ou la transition agraire ou financer des hôpitaux publics pour ne pas fermer des lits en pleine pandémie ou alors l'éducation nationale ou ce genre de trucs. Voilà. Du coup, je sais pas c'est quoi le plus légitime, le plus démocratique entre la réquisition et laisser faire ce genre de truc totalement immonde. Bref, c'est ce genre d'info qui est, je trouve, assez pertinente, hein, parce que c'est un peu le reflet de toutes nos sociétés et du moment qu'on est en train de vivre. Hein. On n'est pas en train de vivre une crise, on est en train de vivre une opportunité commerciale dont se saisissent évidemment énormément de personnes. Amis réfractaires, aujourd'hui on est dimanche et comme chaque dimanche à peu près, c'est la revue de presse. Mais avant de commencer, on revient sur les erreurs des dernières vidéos parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Le vaccin russe, déjà Sputnik 5, n'est pas un vaccin traditionnel, mais un vaccin à base d'adénovirus recombinant, c'est tout de suite plus clair, mais en gros c'est les mêmes qu'AstraZeneca. On n'a donc pas vraiment de recul dessus, contrairement à ce qui a été dit. Le seul vaccin traditionnel, il est chinois, et son efficacité est aujourd'hui contestée. Dans la même vidéo, on avait parlé de pays sous-développés, alors que le terme pays du Sud aurait sans doute été plus pertinent. Sur la vidéo enfin des clivages, j'ai utilisé un exemple volontairement caricatural, celui d'Evergreen, sans préciser que la vidéo utilisée en incrustation était évidemment orientée politiquement, ce qui est de toute façon totalement transparent dans la dite vidéo. Le truc, c'est que plus d'un an après sa publication, il n'y a eu aucun travail sérieux de débunkage. Au niveau de l'interprétation, tu as beaucoup de personnes qui ont des avis différents, mais dans les faits qui sont dits dans cette vidéo-là, eh ben, t'as pas grand-chose qui est contestable. Hein. Mais ça, c'est peut-être juste parce que le travail n'a pas encore été fait, et tu as le Social Club qui bosse en ce moment dessus, c'est une chaîne Twitch, et tu peux retrouver ses lives en description. On commence aujourd'hui, comme souvent, avec une enquête de Mediapart. Le 8 octobre 2016, à 16 h en Essonne, une vingtaine de jeunes incendient 2 véhicules de police, provoquant de graves brûlures pour 2 policiers. 13 jeunes seront interpellés et 8 seront condamnés en première instance, et parmi eux, 3 ont été récemment innocentés. Après cette décision de justice, tu as eu des mobilisations de syndicats de policiers de droite devant le palais de justice. Certains politiques, dans une escalade de discours répressifs, proposent même une peine automatique d'1 an pour ceux qui sont soupçonnés d'avoir menacé des policiers. Des peines automatiques pour des gens qui ne sont pas condamnés, donc des gens qui sont présumés innocents. Ouais, donc ça, pour lui, c'est ce qu'il appelle les valeurs républicaines. Mais dans cette affaire, il y a eu un coup de théâtre. Lors du jugement en deuxième instance, les avocats ont obtenu la retranscription des vidéos des gardes à vue. On s'est alors aperçu que les procès-verbaux des policiers étaient en réalité totalement bidons.
Les protestations d'innocence, les alibis et certaines questions des policiers qui étaient en fait des menaces, qui étaient aussi assez racistes, ont été tout simplement effacées des procès-verbaux. Quand d'autres propos, par exemple, qui listent le nom des coupables, ont été rajoutés par ces mêmes policiers. Et ce sont ces procès-verbaux qui ont mis en prison pendant 4 ans 3 jeunes innocents. Il y a eu par exemple le cas de Fouad, dont les policiers avaient noté qu'il ne se souvenait plus si oui ou non il avait incendié des voitures, ce qui avait été conclu par le juge comme étant presque des aveux, sauf qu'en fait ces propos-là ils ont été obtenus après 3 jours de pression policière, voire de torture, et une fourberie de l'avocat commis d'office. Avant et après avoir dit cette phrase, le jeune avait nié son innocence des centaines de fois sans que jamais une seule de ses déclarations soit inscrite dans le procès verbal. Ce qui est surprenant pour Mediapart, c'est que les manifestations policières et les déclarations de tel ou tel homme politique ne prennent tout simplement pas en compte le fait que les acquittements soient basés sur des écritures en faux et ne font que dénoncer le laxisme prétendu de la justice. Pour eux, ils devraient les condamner à tort ou à raison. Leurs manifestations ont provoqué des réactions de magistrats qui voient ça évidemment comme une intimidation sur une décision de justice, ce qui est en réalité illégal. Bref, ça c'est l'info et il y a plein de trucs à dire dessus, sur le racisme latent de la police, sur les violences que les policiers subissent aussi, ou encore sur le fait que tu aies 3 personnes qui ont bouffé 4 ans de tôle alors qu'ils étaient innocents. Bref, t'as pas mal de trucs à dire, mais on va se concentrer ici juste sur un élément de cette histoire. Ce qui est fou, je trouve, c'est que la police est capable de truquer des PV, déjà ça c'est assez grave, mais en plus de ça, on met 4 ans à s'en rendre compte. 4 ans. Et encore, si les événements n'avaient pas été filmés, ces personnes-là seraient encore aujourd'hui en prison. Et du coup, c'est un événement assez révélateur de 2 conceptions qui s'opposent. D'un côté, la confiance qu'on devrait avoir envers la police, et de l'autre côté, les contre-pouvoirs qu'il faut mettre en place pour garantir que la police fait bien son travail. D'un côté, tu vas avoir des personnes comme Darmanin, Le Pen et Bertrand qui vont dire qu'il faut avoir confiance en la police, qu'il faut les laisser travailler. Ils auront donc plus tendance à enlever les contraintes. C'est donc pas un hasard si Bertrand a dit à la radio que lui, président, il n'y aurait jamais eu d'acquittement dans cette affaire, alors même qu'ils sont innocents. Le problème, c'est que se baser sur la confiance, c'est se baser sur des choix d'individus, des individus qui peuvent recevoir de la pression, et des individus aussi qui peuvent être des gros cons, comme parfois il y a dans la police. Des personnes qui, par pression ou par intérêt personnel, vont faire valoir non pas l'intérêt général, non pas la mission qu'on leur donne, mais va abuser de son pouvoir, trahir la confiance qu'on lui avait donnée pour servir des intérêts particuliers. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire, où des pressions venues de toutes parts et la volonté personnelle de trouver des coupables a pris le pas sur la mission des policiers. En fait, la confiance dans ce genre d'institution, ça permet concrètement de faire pression sur un ou plusieurs individus et donc de générer de la corruption, ce qui va donner de la force aux réseaux parallèles, que ce soit des syndicats corporatistes, des courants idéologiques, des réseaux racistes, fascistes, voire nazis. L'autre vision, c'est de ne pas faire confiance à la police, enfin de ne pas poser les choses comme ça, et de dire que tout pouvoir nécessite un contre-pouvoir pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus qui se mettent en place. Ce qui fait qu'on ne fait pas confiance à un individu, on construit des institutions qui permettent, indépendamment de chaque individu, de pouvoir s'assurer que le travail est bien fait. Et faire en sorte aussi que ceux qui contrôlent, ce ne sont pas les mêmes qui agissent, et que tout ça ne baigne pas dans un même milieu qui favorise évidemment la corruption. L'un des problèmes de cette affaire, par exemple, c'est ceux qui devaient s'assurer de la qualité de l'enquête étaient en fait pas du tout les bonnes personnes et qui, en plus, ils étaient dans le même département, donc sous l'influence directe des policiers, des préfets et des petits politiques du coin. Un véritable contre-pouvoir est en réalité indépendant et ne permet pas aux policiers d'abuser. Inutile du coup de leur foutre la pression et les réseaux parallèles ne peuvent pas se développer via la corruption. Au final, c'est la confiance qui permet l'arbitraire et du coup la corruption. Alors que la logique démocratique du contre-pouvoir de poser des institutions vraiment, ça permet en fait tout simplement que la corruption ne s'installe pas. Il n'y a même pas de rapport de force qui peut avoir lieu si les choses sont bien faites. Et du coup, les policiers, ils seront tranquilles pour faire leur travail, vu que t'as personne qui va les pressuriser, puisque ils n'ont aucun pouvoir réel autre que suivre les démarches. Et si c'est des gros cons, les gros cons ils vont pas pouvoir abuser parce que tu vas avoir une autre personne qu'ils ne connaissent pas, qui ne baigne pas dans le même milieu, qui va pouvoir les contrôler. Le problème, c'est qu'entre les réseaux syndicaux, racistes et idéologiques, la police est devenue un organe politique à part entière qui collabore avec le gouvernement. En échange d'une violence et d'un travail de milice politique, le gouvernement leur accorde tout jusqu'à l'absurde.
une loi sécurité globale, des drones, des équipements, un soutien infaillible de la presse, énormément de nouvelles recrues alors que l'hôpital en manque cruellement, des passe-droits pour manifester un peu partout illégalement, des menaces envers des journalistes, une drôle d'impunité concernant des affaires scandaleuses, et même récemment, le train gratuit pour tous les policiers. Oui, c'est pas une blague. C'est quand même bizarre que la Macronie traite différemment les cheminots que les policiers, quoi. C'est vraiment étrange. Bref, au-delà de leur beau discours, de leur costume cravate et compagnie, les Darmanin, Le Pen, Bertrand là, en fait, ils créent les conditions pour corrompre la police et du coup pour dévoyer le rôle de la police. Tu vois, c'est un peu comme Macron qui défend à la fois les PME et à la fois le libre-échange. C'est mignon tout plein parce qu'il faut être gentil avec tout le monde, mais dans la réalité, t'en as bien un qui se fait avoir. Bref, s'il faut sauver un peu l'honneur de cette institution, il faut installer des véritables contre-pouvoirs. Voilà. Et ça correspondrait bien plus aux valeurs de la République, comme ils disent. Autre sujet, on avait parlé lundi des vaccins et de l'augmentation des prix de Pfizer et des brevets et tous ces trucs-là. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé des articles qu'il a traduits de The Intercept, qui est un média d'investigation anglais, et qui parle notamment de ce sujet. Ce qu'on disait semble bien se confirmer. Entre la vente des vaccins et les aides gouvernementales, les bénéfices sont énormes pour ces boîtes. On parle là de 4 milliards de bénéfices purs pour Pfizer pour la seule année 2021, sans compter l'augmentation future des prix, mais ce qui fait déjà de ce vaccin le produit pharmaceutique le plus rentable de tous les temps, grâce notamment à une énorme subvention qu'ont reçue les labos. Ce qui fait que l'argument qui consiste à dire qu'il ne faut pas lever les brevets pour garantir un amortissement et un remboursement des frais des entreprises, c'est totalement bidon. On apprend aussi que malgré les promesses pseudo-humanitaires, Pfizer a fait du chantage à des pays d'Amérique latine pour qu'ils mettent en garantie des biens souverains comme des ambassades ou des bases militaires afin de rembourser d'éventuels procès pour des effets secondaires. AstraZeneca, eux, ils avaient promis de ne pas vendre à prix commercial, comme ils disent, avant la fin de la pandémie. Mais en fait, il y a un média anglais qui a révélé suite à une fuite que la date était fixée de manière totalement arbitraire le 1er juillet prochain. Quant aux pays qui tentent de faire sauter les brevets comme le Chili, le lobby pressurise Biden pour qu'il y ait une réaction forte de l'Empire américain, et notamment, je présume, avec ce qu'on appelle l'extraterritorialité des lois états-uniennes. Tout doit être fait pour protéger les bénéfices de ces quelques entreprises, même si certains pays ne pourront pas se faire vacciner avant 2024. Mais il y a aussi d'autres articles dans l'actualité, notamment ceux-ci. Dans la chronique des petites corruptions, on retrouve Brune Poirson, ancienne secrétaire d'État à l'écologie et ex-députée LREM depuis peu, puisqu'elle a démissionné, sauf qu'à peine avoir quitté son siège, elle a rejoint un groupe hôtelier qui s'appelle Accor, qui a dans son conseil d'administration un certain Nicolas Sarkozy, qui a rejoint le CA après sa défaite aux primaires de la droite. Et c'est quand même rigolo que tous ces anciens politiques trouvent comme ça, comme par hasard, des places dans le privé. On se rappelle par exemple de Édouard Philippe qui avait intégré le conseil d'administration d'Atos, ce qui lui permet littéralement de gagner 50 000 € par an en participant à 10 réunions seulement. Ou encore Pénicaud qui, après avoir quitté son ministère, a rejoint l'OCDE. Et pourtant, en 2019, 323 députés En Marche se sont engagés à publier l'agenda de leur rencontre avec les lobbies. Une pratique de transparence qui avait mérité une belle tribune au Monde. Mais la parole macronienne étant ce qu'elle est, seuls 48 de ces 323 députés ont en réalité mis en place cet agenda. D'autant que rien ne les engage vraiment à tout publier. Bref, des effets de com' dont il faudra se souvenir pour les prochaines élections présidentielles. Autre sujet qui n'a rien à voir, ou presque, est-ce que tu connais Signal? C'est une application de messagerie qui permet de chiffrer nos conversations de bout en bout, ce qui veut dire qu'une personne entre les deux, par exemple la NSA ou un service de renseignement ou la police, ne peuvent pas comprendre et traduire la conversation qu'il y a entre les deux personnes. C'est un peu comme Telegram, sauf que c'est beaucoup plus sûr. Et récemment, on a appris grâce au site lameute.info que le créateur de Signal avait fait un move incroyable. Une entreprise israélienne nommée Cellbrite, ou un truc comme ça, enfin je sais pas trop avec l'accent, commercialise des logiciels et des ordinateurs préconfigurés pour que la police puisse très facilement pénétrer dans les téléphones et y choper toutes les informations importantes et potentiellement les messages de l'application Signal qui ne sont pas supprimés. L'État français va acheter 500 de ces petites boîtes pour équiper les commissariats du pays, quand la Birmanie s'en sert pour persécuter des journalistes.
Un pas de plus donc vers un état policier, ce qui ne plaît pas au créateur de Signal, qui a récupéré un de ses appareils et il a remarqué qu'il suffisait de placer certains fichiers au bon endroit pour exécuter n'importe quel code, permettant de trafiquer le scan et de corrompre toutes les données que l'appareil a enregistrées. En gros, il est parvenu simplement à hacker la machine et à la rendre inutile. Et évidemment, le créateur de Signal, il va rajouter dans son application ce genre de fichiers qui vont permettre de totalement rendre ces machines inutiles, puisque dès qu'ils vont essayer de scanner un téléphone qui a l'application Signal, ça va la faire crasher et ça va supprimer toutes les données qui y a à l'intérieur de ce logiciel. C'est quand même marrant. En plus de ça, il a remarqué que le logiciel utilisait des codes d'Apple sans autorisation, ce qui va probablement provoquer un procès entre le géant états-unien et l'entreprise israélienne. Et ça met aussi la police dans une situation où elle possède un produit contrefait, ce qui aura évidemment de très belles conséquences pour l'avenir. Et pour finir, je voulais vous parler d'un truc. Vous savez, on a tendance à oublier ce que la Macronie fait, notamment les saloperies qu'ils organisent, quoi. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs dont ce sera bête d'oublier, surtout que les élections arrivent. Du coup, je suis tombé sur ce site-là. Ça s'appelle Macron Watch, et ça recense toutes les mesures globalement antisociales et antidémocratiques du gouvernement. Comme tu vois, ça défile, et il y en a beaucoup, et ça c'est rangé par thème et par chronologie, c'est juste un travail monumental. Et par exemple, j'avais l'impression que la prétention de Macron avait accéléré ces derniers temps, mais en fait non, en 2017, à peine président, le Macron refusait déjà des interviews parce que, selon ses proches, sa pensée était trop complexe pour les journalistes. Il avait d'ailleurs enchaîné sur la suppression d'aides à l'agriculture bio, l'instauration de l'état d'urgence dans le droit commun, ou alors il réécrivait des interviews, voilà, littéralement, pour essayer de contrôler au maximum le discours du gouvernement, et ça en plein conflit social. Ce site, c'est vraiment une mine d'or, c'est quelque chose d'absolument indispensable, donc n'hésite pas à regarder là-dedans, et puis à le partager pour faire connaître le truc un peu plus. D'ailleurs, ils ont mis en place une newsletter où tu peux juste rentrer ton email, et comme ça, tu es au courant des avancées du site, et comme ça, on n'oublie pas que ce site existe. Et c'est là-dessus qu'on termine, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, des bisous, puis voilà quoi, à la prochaine.